Madame, Monsieur, merci de préférer BNews One pour vous informer. Voici les titres du journal. À la une de cette édition du journal, 7 avril 2021, Journée mondiale de la santé. Cette année, le thème est « Pour un monde plus juste et à meilleure santé ». L'Organisation mondiale de la santé considère comme une priorité absolue le fait que chaque être humain à travers le monde puisse bénéficier d'un accès aux soins et d'un meilleur état de santé. Installation ce 6 avril à Edéa, dans le département de la Sanaga-Maritime, du nouveau commissaire central Jean-Georges Guélibité, qui vient ainsi remplacer le commissaire sortant Talako Akoba. Et puis au-delà de nos frontières au Congo-Brazzaville, la Cour constitutionnelle congolaise a finalement validé la victoire de Denis Sassou Nguesso au scrutin du 21 mars dernier. Madame, Monsieur, voilà pour les titres et les détails dans ce journal. Commençons par la ville de Edéa. La ville d'Edéa, dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral, a désormais son nouveau commissaire central, Jean-Georges Guélibité. L'installation a eu lieu à la place des fêtes de la ville d'Edéa sous la coordination du délégué régional de la Sûreté nationale en présence des autorités administratives, religieuses et traditionnelles. Jean-Georges Guélibité vient ainsi remplacer Talako Akoba. Direction ouest à présent, opérationnalisation des exécutifs régionaux. Le président du conseil régional à l'école du budget programme. Une mission interministérielle séjourne en ce moment dans la région de l'Ouest. Objectif, fournir un appui conseil à l'élaboration harmonisée de leur premier budget axé sur les priorités de démarrage. Compte rendu des assises, Alexis Bomo et Flo Kenny. Accompagner l'exécutif régional dans l'appropriation de la méthodologie, d'élaboration, de préparation des différents documents, ainsi que l'exécution et suivi de l'exécution de son premier budget programme, comptant pour l'exercice 2021. Telle est la raison du séjour d'une équipe interministérielle constituée du MINDEVEL, MINFI et du MINEPAT à Bafoussam. Ce démarrage effectif suppose le vote d'un budget qui doit être présenté en mode programme pour se conformer aux exigences du régime financier des collectivités territoriales décentralisées. Principal bénéficiaire, le président du conseil régional Ouest salue cet atelier qui permettra, selon lui, à l'institution de devenir opérationnelle. Depuis notre arrivée, nous n'avons pas encore de budget. Et il était prévu que notre première session de vote du budget devait avoir lieu en mars, mais il n'a pas pu avoir lieu parce que le budget n'était pas encore monté. Donc, au sortir d'ici, nous osons croire que nous aurons les éléments adéquats qui nous permettront d'élaborer dans les tout prochains jours notre budget et être capable maintenant d'être efficace sur le terrain dans nos réalisations. On attend beaucoup de choses de nous, mais nous ne pouvons pas encore démarrer dans la mesure où nous n'avons pas encore un budget. Pendant 2 jours, du mardi au mercredi 7 avril, les participants ont été outillés sur la présentation du Code général des collectivités territoriales décentralisées et compétences transférées aux régions, notamment les généralités sur le budget programme, la démarche du processus de planification, entre autres. Et toujours à l'ouest du pays, lutte contre la Covid-19 par un arrêté signé le 5 avril 2021. Le gouverneur de la région de l'ouest, Awafonka Augustine, a suspendu pour une durée de 2 mois éventuellement renouvelable en fonction de l'évolution de la pandémie, l'organisation des funérailles sur l'étendue de son territoire de commandement. Voyons comment les populations ont accueilli cette décision. C'est dans cet élément signé Janice Kamga Flokenye. Voici l'arrêté qui vient changer les habitudes des populations de la région de l'Ouest. Elles devront sortir de leur zone de confort et s'astreindre à plus de discipline pour limiter la propagation de la Covid-19. Interdiction de funérailles donc pendant 2 mois éventuellement renouvelables et respect du quota de 50 personnes maximum pour toute cérémonie populaire entre autres. Pour une frange des destinataires de la mesure, l'initiative du gouverneur tombe à point nommé. La note du gouverneur, elle est salutaire. Essayons tout simplement de l'accompagner
en respectant ces mesures-là. Il faudrait donc que les autorités se mettent aussi dehors pour pouvoir sensibiliser et sanctionner même ceux qui ne parviennent pas à respecter ce qui a été dit par, ou bien édicté par le gouvernement. Cette mesure aurait dû s'agir parce que en dehors des interdictions des funérailles, il y a des boîtes de nuit qu'il faut réguler. Et je pense que le gouverneur a bien fait. Il devrait même étendre la mesure au niveau des bars, des débits de boissons. Pour d'autres, la mesure sera difficile à appliquer dans un contexte comme celui des Grassfields, où les rassemblements inhérents aux us et coutumes et les traditions familiales ont la peau dure. L'arrêté que le gouverneur prend, c'est très important, mais vraiment, les gens ne respectent pas. Quand tu descends même sur les funérailles, à peine tu peux voir sur 1000 personnes, tu peux voir 2 personnes qui ont le cache-nez. Et puisque, bon, la boisson a tout pris la tête des gens, on ne connaît même plus que toutes ces choses-là existent. Qu'est-ce que vous allez faire des endroits les plus reculés de la région? Restons dans la ville de Bafoussam. Si vous allez dans les coins les plus reculés à 40 km de la ville de Bafoussam, au fond du village, est-ce qu'on aura les autorités qui seront de ce côté-là pour pouvoir vérifier si il n'y a pas de funérailles ou bien on a respecté les 50 personnes? Chacun y va de son appréciation, certes, mais le numéro 1 de la région a appelé autorités administratives et forces de maintien de l'ordre à veiller au respect scrupuleux de ces nouvelles mesures. Avis donc à tous les contrevenants. Et parlons à présent d'économie dans ce journal. 51 millions de francs CFA pour le département de l'Anvila dans la région du Sud. 154 producteurs s'étant illustrés par de meilleures ventes au cours de la campagne cacaoyère 2017-2018 ont reçu ce 6 avril 2021 dans la commune de Biwamboulou des primes des mains du ministre du Commerce Luc Magloire-Baga à Tangana. Les détails avec Amandine Tangana. 51 millions de francs CFA, c'est le montant de la prime de qualité qui a été remise ce jour à 154 bénéficiaires de la commune de Biwamboulou dans le département de l'Anvila, région du Sud. C'est la 6e étape sur une série de 16 après les départements du Mbam et Noubou, Mbam et Kim, de la Lekié, d'Undé et du Djaïlobo. Pour cette prime comptant pour la campagne cacaoyère 2017-2018, des producteurs ont reçu des montants atteignant 2 millions de francs CFA. Je suis très émue, très émue. Je suis très fière de mon travail et je remercie le chef de l'État parce que c'est une surprise pour nous. Avec cet argent, je vais essayer d'améliorer la façon de faire, oui. La façon de faire pour rendre le cacao, comment on le dit, le cacao de qualité. Je ferai plus que ce que je faisais avant. L'arrondissement de Biwamboulou arrive en tête des 14 arrondissements qui produisent le cacao dans la région du Sud, avec une production commercialisée au cours de la campagne 2019-2020 de 2172 tonnes, sur une production totale sur l'ensemble de la région de 10 031 tonnes, soit un pourcentage de 21,55%. Il vous reste simplement, chers amis producteurs, il vous reste à monter en puissance, à monter en volume, à monter en qualité, parce que vous devez conserver votre rang de leader. Mieux, vous devez chercher à rivaliser, il faut avoir de l'ambition, rivaliser avec les plus grands bassins de notre pays. L'instauration de cette prime à la qualité avait été décidée en 2017 par le gouvernement à la suite de la baisse des cours mondiaux de fèves de cacao sur le marché international. Elle vise non seulement à procurer des revenus aux producteurs, mais aussi à les encourager à produire du cacao de bonne qualité, la prime ne concernant que les producteurs de fèves dites de grade 1.
Parlons d'autres choses à présent. Comment capitaliser les retombées que produit la décentralisation? C'est pour répondre à cette question que les communes camerounaises viennent de s'inscrire à l'école espagnole. Les deux parties se sont retrouvées ceci avril 2021 pour échanger autour d'une réflexion centrale tournée vers la deuxième édition du workshop Africa 2021 organisé à Yaoundé par le CODAF, Centre de coopération interculturelle pour la femme africaine. Plus de détails avec Lavoisier Sama. Cet acte matérialise la volonté des pouvoirs publics camerounais à définir le processus de décentralisation en cours d'implémentation, tel un tremplin d'opportunités pour les différents partis présents pour la deuxième édition du Workshop Africa. Alors, il s'agit d'un forum de réseautage d'affaires qui ouvre le Cameroun à une coopération franche avec l'Espagne. Les travaux placés sous le patronage du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diongouté, valablement représenté ici, se déroulent sous le sceau de l'accélération du développement durable pour assurer la paix sociale. En la matière, les communes camerounaises bénéficieront de l'expertise de la Direction internationale de 100 villes pour la paix, qui est en effet l'un des organes pionniers de la sensibilisation à la culture de la paix. L'objectif de 100 cités pour la paix est d'identifier les communautés territoriales décentralisées qui ont des besoins et qui les expriment avec clarté, afin de pouvoir mutualiser les intelligences et les ressources pour une solution humainement honorable. Pour la partie camerounaise, c'est une aubaine pour l'implémentation des politiques socio-locales, génératrices de revenus, catalyseurs de développement. Une très belle initiative. La commune de Yaoundé 5 est engagée dans un vaste mouvement de propriété d'arrondissement et surtout de précollecte des ordures. Nous voulons dorénavant entrer dans la phase de transformation de ces ordures ménagères. À l'initiative du CODAF, entendez, Centre de coopération interculturelle pour la femme africaine, l'initiative de Yaoundé vise à court, moyen et long terme le jumelage des villes et communes, l'accompagnement et le financement des projets territoriaux. Allons à présent dans la ville de Bolova. La ville de Bolova vient d'abriter durant près d'une semaine l'Open International de Karaté qui a connu une forte adhésion des tout petits. L'événement sportif a été rehaussé par la présence de plusieurs autorités de la ville. Les détails dans ce reportage de Césaire Massok. Voici l'ambiance au moment de la fermeture de l'Open International de Karaté à Bolova. Preuve qu'au Cameroun, il n'y a pas que le football. Voici une discipline qui existe, qui évolue, exaltée ici par un homme aux ambitions démesurées. Je voyage au moins 4 fois par an et je vois ce qui se passe ailleurs. C'est au regard de ce qui se passe ailleurs que je me suis dit, pourquoi pas chez moi? Pourquoi pas? Est-ce que c'est impossible? Et j'ai dit, je vais créer un Open international de karaté à Bolova. Dans le strict respect des règles barrières, durant une semaine environ, l'événement qui se voulait international a mis aux prises 300 participants repartis en 35 catégories, dames et messieurs, avec une forte adhésion des mini-poussins âgés de 4 à 5 ans. Le karaté, c'est une discipline que j'aime bien. C'est une discipline qui permet aux enfants d'être respectueux, disciplinés, de rester à l'écoute et de savoir se tenir généralement en public et notamment en classe et à l'école. Une initiative loin d'être vaine, vu les bons points qui en découlent. On nous a sollicité pour offrir un local à la fédération depuis hier, c'est-à-dire au moment où j'ai été saisi. Mes services techniques sont à pied d'œuvre et nul doute qu'on donnera une réponse dans de brefs délais, une réponse positive à l'heure de l'heure. Au finish, 196 médailles, 35 trophées. Il est clair que cette première édition démontre clairement l'engagement du promoteur à faire de la ville de Bolova une destination internationale du karaté. Je me suis battue et j'ai bien compéti. Je suis fière de mes efforts. Le coach m'a bien coaché et j'ai réussi. Je n'ai pas venu à gagner. Nul doute donc que le meilleur est à venir.
Le Cameroun et le monde entier ont célébré ce 6 avril 2021 la 8e édition de la Journée internationale du sport au service de la paix et du développement. À cet effet, une table ronde a été organisée ce mardi au Palais polyvalent des sports autour du thème « Le sport vecteur de résilience en contexte de Covid-19 pour un changement social durable » sous la modération du professeur Maureen Tarmi, précédé du message du président de la Commission nationale pour l'UNESCO. L'événement a répondu aux attentes. Compte rendu, Frampec. C'est un panel hétéroclite et de très haute facture qui a animé ce 6 avril 2021 au Palais polyvalent des sports de Yaoundé, une table ronde qui avait pour principale thématique le sport, vecteur de résilience en contexte de Covid-19 pour un changement social et durable. Devant deux membres du gouvernement, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouele Kombi, et le ministre de l'Éducation de base, Laurent Etundingwa, le professeur Jean Tabimanga, le docteur Atangana Malongue, l'ex-footballeur Joseph-Antoine Bell et le professeur Maurice Green-Tagny, la modératrice, ont tenu en haleine des invités de marque pendant plus de 2 heures. Sous la houlette de la Commission nationale de l'UNESCO, le Cameroun a rendu hommage à sa manière au sport. Les différents panélistes, dans leurs interventions, ont reconnu l'impact positif du sport sur la construction d'une société cohésive et pacifique, saine de corps et d'esprit, grâce à sa faculté de raviver le sentiment d'appartenance à une seule communauté humaine. Le sport, vecteur de valeurs humaines et outil de combat des inégalités sociales. Oui, l'intégrité, c'est celui qui a la naïveté de suivre les règles. Sauf que dans le sport, ce n'est pas la naïveté. C'est exactement cela. La rigueur, c'est la dureté, l'inflexibilité. C'est un ministre des Sports et de l'Éducation physique comblé à l'issue de cet échange. Infiniment merci. Nous avons été particulièrement séduits et nous voulons dire aux panélistes toute l'admiration et la satisfaction qui est la nôtre au regard de la luminosité, au regard de la lucidité, compte tenu de la très haute pertinence et de l'intelligence que les différents exposés ont dégagé ce matin. C'est le traditionnel jeu de questions-réponses qui a bouclé cette cérémonie. Comme le disait Nelson Mandela, le sport a le pouvoir de changer le monde, d'unir des gens de manière quasi unique et de créer de l'espoir là où il n'y avait que du... Actualité africaine à présent, au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, définitivement élu président du Congo pour un mandat de 5 ans. C'est un arrêté de la Cour constitutionnelle qui a jugé irrecevable les recours d'opposants appelant à l'annulation du scrutin. Le président sortant a remporté 88,40% de suffrages au lieu de 88,57% comme l'indiquaient les résultats provisoires. La République du Congo est à présent dans l'attente de l'investiture du président Denis Sassou Nguesso pour un 4e mandat. Et parlons à présent du Tchad, présidentielle tchadienne, parité 50% dans tous les cercles décisionnels du pays. Voilà, j'y arrive. Voilà ce que promet le maréchal Idriss Déby Itno aux femmes de son pays pour son probable prochain mandat. Le candidat du MPS a tenu un meeting hier dans le 6e arrondissement de la capitale Albertine Bidjaka et Innocent Obam, envoyé spéciaux en N'Djamena. Ne vous y trompez pas, ce pays ne se développera pas sans les femmes. Phrase forte du candidat du mouvement patriotique du salut devant des centaines de militantes et sympathisantes du parti venues assister ce 6 avril au meeting dans le 6e arrondissement de N'Djamena. C'est la Constitution qui dit, c'est pas moi. Vous allez voter cette Constitution. Eh bien, les 6 années à venir,
ce ne serait pas les 30% qu'on donne aux femmes, mais ça sera 50% aux femmes. Que les autres comprennent, que les Tchadiens comprennent qu'on ne peut pas exclure 52% de la population pour dire que les hommes vont construire. Non, ce n'est pas vrai. Rien n'avancera sans la femme dans notre pays. Durant plus d'une heure, le maréchal Idriss Déby Itno est revenu sur sa vision de son futur mandat qui place sous le signe de la solidarité et du pardon. Soutenu par plus de 100 partis politiques, le président sortant s'est dit absolument certain d'une victoire au soir du 11 avril, avant de fustiger les appels au boycott à l'élection lancés par quelques adversaires politiques ces derniers jours. Et ceux qui disent le 11, il n'y aura pas d'élection. Ils disent qu'il n'y aura pas d'élection le 11. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. On ne peut pas empêcher un homme politique responsable, ne peut pas dire vis-à-vis même de la loi que je vais empêcher le peuple d'accomplir son droit et son devoir. Des messages qui ont été favorablement accueillis par une foule venue nombreuse. Les femmes surtout se sont senties concernées par la locution du candidat du consensus. Nous avons la première dame Inda Déby Itno derrière lui et c'est cette dame-là. Elle chuchote à l'oreille de son mari matin, midi, soir. Elle ne lui laisse même pas le temps de dormir, c'est la raison pour laquelle le maréchal Idriss Déby Itno a mis la femme tchadienne au cœur de sa politique. C'est la raison pour laquelle il avait parlé à l'époque de quota de 30%, mais aujourd'hui, actuellement, à la sortie des urnes, ça ne serait maintenant plus les 30%, mais ça serait la parité qui est de 50%. Là où il y a un homme ministre, il doit avoir une femme ministre. Là où il y a un directeur, il doit avoir une directrice aussi. Donc nous sommes vraiment trop ravis et trop fiers de lui. Avec 47 000 inscrits sur la liste électorale, le 6e arrondissement de N'Djamena est une circonscription importante du pays. La zone concentre un brassage de toutes les sensibilités politico-religieuses. Le maréchal a d'ailleurs indiqué à ce propos que la nationalité tchadienne devrait primer sur les convictions religieuses et autres appartenances. L'autre symbole fort de ce meeting, c'était aussi le lieu de la rencontre, le domicile du premier président du Tchad, François Tobalbaye, à la tête du pays entre 1960 et 1962. Vendredi prochain, Idriss Déby Itno donnera son dernier meeting à la place de la Nation dans la capitale N'Djamena, avant l'élection de dimanche. C'est bientôt la fin de ce journal, mais avant, les dates prévues pour les obsèques du cardinal Christian Toumi sont désormais connues. Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de Douala, informe la communauté chrétienne, les amis et connaissances que les obsèques du défunt se dérouleront les 19 et 20 avril prochains à Douala. Le programme détaillé de la cérémonie sera communiqué ultérieurement. Et voilà donc qui met un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Prochaine édition du journal, 20h, avec Donald Agnozoa. Bonsoir. De vous déplacer en toute